Bonsoir à tous et merci d'être parmi nous. Nous allons voir ensemble, si vous le voulez bien, les titres qui seront développés dans ce journal. Le centre d'appel Covid-19 répond à vos questions concernant le virus. Il prend déjà les rendez-vous pour les tests PCR et désormais les rendez-vous également pour la vaccination. Les membres de la jeune chambre économique ont-ils été impactés par la conjoncture actuelle? Cette jeunesse monégasque est-elle dynamique dans ce contexte? Pour y répondre, nous serons avec la présidente de la JCE, Marion Soler. En basket, samedi 20h, Monaco se déplace à Orléans pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Vous découvrirez les enjeux de ce match dans ce journal. Comment se porte la place financière à l'international, mais aussi la place financière monégasque? Quelles sont les conséquences de la crise, du Brexit ou encore des agissements de Donald Trump? Restez avec nous, nous serons avec le directeur des marchés auprès de la CFM Indosuez. Nous débutons ce journal, comme je viens de vous le dire, en allant au centre d'appel Covid-19, un centre créé dès le début de la pandémie, en mars 2020. Ce centre destiné au départ à répondre à vos questions concernant le virus a vu ses missions évoluer à travers le temps, notamment pour la prise de rendez-vous des tests PCR en novembre dernier et aujourd'hui pour la prise de rendez-vous pour la vaccination. Reportage de Juliette Rappert, Horacio Gaggino et Clélia Renaud. Ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 20h, le centre d'appel Covid-19 a vu ses missions se diversifier à la suite de la campagne de vaccination lancée par le gouvernement. Le call center a dû multiplier par 5 ses effectifs pour pouvoir répondre aux besoins de la principauté. C'est vrai que les effectifs depuis sa création ont varié. Ils étaient déjà importants dans la première phase. Ensuite, durant cet été, il y a eu un ralentissement, donc on avait un peu réduit le nombre de personnes. Mais là, en fonction de toutes ces missions et de nombre d'appels très importants, on a anticipé et on a bien sûr mis tous les opérateurs possibles et les superviseurs qui répondent aux personnes, à la fois pour les vaccins et pour les PCR. Point d'entrée de la lutte contre la Covid-19, le centre d'appel suit plus de 150 personnes à domicile qui ont contracté le virus, mais il reçoit aussi plusieurs milliers d'appels par jour pour répondre à toutes vos questions. L'idée, c'est de pouvoir satisfaire toutes les personnes qui souhaitent être vaccinées et testées et de faire en sorte que toute la population, enfin en tout cas ceux qui le souhaitent, puissent être vaccinés le plus rapidement possible. Vous avez un choix multiple au départ. Si vous faites le 1, c'est pour un test PCR ou des renseignements divers. Et il faut faire le 2 pour prendre rendez-vous pour une vaccination. Donc l'opérateur remplit votre fiche et la transmet ensuite au centre de vaccination pour qu'ils organisent la vaccination sur place. La campagne de vaccination a débuté en début de semaine en principauté pour la population âgée de plus de 75 ans. Un plan de vaccination qui se déroulera par étapes. S'en suivront les personnes de plus de 65 ans et les professionnels de santé. Et le numéro de ce centre, je vous le rappelle, le 92 05 55 00. Nous vous retrouvons, Frédéric Hélion, pour un point info. Le prince Albert II a souhaité s'exprimer chez nos confrères de Monaco Matin sur la situation actuelle. Oui Fabien, le prince souverain a fait un point sur la propagation du virus. En principauté, il s'est dit inquiet du fait que le virus circule de façon plus active et qu'il soit plus transmissible. Il confirme que le nombre de cas positifs est en hausse, ainsi que le nombre de personnes hospitalisées ou admises en réanimation. Le prince Albert II a par ailleurs affirmé que le variant anglais de la Covid n'a pas été détecté en principauté, que l'hypothèse d'un confinement n'est pas écartée, mais que ce serait vraiment une solution choisie en dernier recours. Le souverain a également répondu aux accusations de Christian Estrosi, qui estimait que l'ouverture des restaurants à Monaco a conduit à une hausse des contaminations côté français. Le prince Albert II a déclaré que ce n'était pas très juste d'insinuer cela et trop facile de dire que Monaco est responsable de la hausse des cas chez les amis et voisins français. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui que l'accès à la principauté sera régulé demain samedi. Pour le deuxième samedi de solde en principauté dans un contexte sanitaire particulier, une régulation de la circulation routière entrante sera effectuée par la sûreté publique à la frontière afin de contrer une situation pouvant être considérée comme favorable à une propagation soutenue du virus. Une surveillance accrue de la fréquentation ferroviaire sera également opérée en gare de Monaco. Les agents de la direction de la sûreté publique réguleront ou pourront restreindre les accès de la principauté aux personnes non résidentes qui ne seraient pas en mesure de justifier d'une raison impérieuse d'entrée sur le territoire national.
Didier Guémerninger a présenté aux médecins de ville et professionnels de santé l'organisation de la vaccination contre la Covid-19. Face à l'épidémie, Monaco s'est engagé dans une étape cruciale, la vaccination. L'objectif de cette réunion au Grimaldi Forum était d'apporter aux médecins de ville et professionnels de santé des informations et des outils dans la mise en œuvre de la politique vaccinale en principauté, tant sur l'efficacité et la sécurité des vaccins que sur l'impact épidémiologique. Le but étant de faire baisser la mortalité et les formes graves de la maladie, de contenir la circulation du virus afin de préserver les capacités sanitaires et limiter l'impact de l'épidémie sur l'activité économique et sociale. Merci Frédéric. La vaccination sera un élément a priori déterminant sur l'issue de cette crise sanitaire, sachant que jeudi soir, 40 nouveaux cas ont été testés positifs à la Covid-19. À ce propos, des membres du personnel soignant prioritaire du CHPG viennent de se faire vacciner. Nous y reviendrons dans notre édition de demain, samedi, 19h. Comment la jeunesse entrepreneuriale fait-elle face à cette crise sanitaire et quelles solutions peut-elle nous apporter? Pour répondre à ces questions, nous sommes avec la présidente de la Jeune Chambre économique de Monaco, Marion Soler. Bonsoir. Bonsoir. Et comment se porte la jeunesse dynamique à Monaco? Écoutez, la jeunesse va bien, plus dynamique que jamais, puisque évidemment, avec les conditions et les mesures sanitaires en place, on doit en permanence se réinventer, mais la jeunesse avance et c'est très positif pour la principauté. Et quel impact a eu la crise sanitaire durant l'année écoulée sur la Jeune Chambre économique? Je dirais qu'il y en a eu deux. Il y a eu une première période quand même de doute, bien évidemment, comme tous les entrepreneurs à Monaco, où on a cherché d'abord à pouvoir apporter des solutions, à pouvoir faire de notre mieux pour que le mouvement continue à évoluer, toujours pour l'entrepreneuriat en principauté, en prenant en compte cette situation inédite, évidemment. Et le deuxième temps a été, lui, un temps vraiment d'action, où l'ensemble des membres, avec mon conseil d'administration également, a décidé vraiment de travailler sur une refonte de la Jeune Chambre économique pour apporter de nouveaux événements et une nouvelle énergie suite à cette période de crise que nous avons tous connue. Et quels sont les secteurs d'activité qui ont pu sortir leur épingle du jeu et puis à l'inverse les autres qui ont eu plus de difficultés? Alors je dirais que bien sûr, à l'image aussi des entreprises de la principauté, mais tout le secteur du numérique, c'est plutôt bien porté, ou en tout cas à apporter des solutions aux entreprises de la principauté. Donc forcément, c'est un secteur qui, à mon sens, est resté assez fort. Les sociétés, pour moi, qui ont eu des difficultés les plus importantes, c'est bien sûr la partie événementielle, communication, où là, le temps de pouvoir se retourner, d'amener de l'innovation par des formats webinaires en ligne, il y a eu quand même effectivement cette perte de chiffre d'affaires liée à l'absence d'événements pendant plusieurs semaines et voire plusieurs mois. Donc, à mon sens, ce sont les deux pôles extrêmes en termes à la fois de gains et en termes de pertes qui a pu se produire. À ce propos, Monaco Boost a été lancé officiellement mercredi. Ce sont 1200 mètres carrés qui pourront accueillir à Fontvieille plus d'une centaine d'entreprises réparties dans 32 bureaux. En quoi ça peut intéresser la Jeune Chambre économique ? Alors ça nous intéresse bien sûr beaucoup, puisque déjà c'est un formidable élan entrepreneurial pour la principauté de Monaco et pour les jeunes entrepreneurs de Monaco. Donc nous, on est ravis, puisque ça participe bien évidemment à cet écosystème qu'on participe à construire en faveur de l'entrepreneuriat à Monaco. Et surtout, nous, on a, au-delà d'événements ou d'actions qu'on peut réaliser en présentiel, on a un concours de création d'entreprise avec des gagnants et avec aussi des enjeux pour nous en termes pour faciliter l'accueil des entreprises innovantes ou non d'ailleurs, mais en tout cas de favoriser le maintien des entreprises en principauté. Et Monaco Boost est évidemment un lieu qui sera privilégié et on a déjà des discussions avec Madame Garino qui fait un formidable travail au Welcome Office et maintenant au Monaco Boost, et on aura à cœur d'accompagner et d'être présent pour soutenir cette initiative du gouvernement. Et selon vous, est-ce que c'est le moment pour vouloir monter ou développer son entreprise ici à Monaco ? Alors, j'ai envie de vous répondre oui, tout simplement parce que à l'inverse, il ne faut pas baisser les bras. Exactement, parce qu'on serait, je pense, très défaitiste, et surtout parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a forcé les entreprises à rebondir.
Et maintenant, elles sont en capacité de le faire. Et je pense qu'il faut savoir se lancer, que le contexte, bien sûr, n'est pas le meilleur ou n'est pas le plus propice à certaines activités, mais on peut s'adapter, on peut se réinventer. Et il ne faut pas hésiter à se lancer pour continuer à faire vivre l'économie locale et l'entrepreneuriat en principauté. Alors vous avez employé là le mot réinventer. Comment peut-on se réinventer en 2021 ? La première étape, c'est déjà la bonne prise en compte du contexte et prévoir de toute façon qu'aujourd'hui, on le sait, quand on prévoit des actions en présentiel, quand on prévoit de réunir du public, on sait que ça peut être risqué, qu'on doit avoir un respect parfait des conditions qui nous sont imposées. Et donc, la première façon pour moi de se réinventer, c'est déjà d'avoir conscience de la situation actuelle et d'être capable d'anticiper des changements ou des nécessaires événements ou réunions en ligne qui pourraient se produire. Et la deuxième, c'est d'être curieux. Je pense que c'est d'être curieux et c'est d'être à l'écoute et de ne pas rester dans son secteur d'activité qui peut être parfois très restreint, voire une niche, mais vraiment s'ouvrir et participer à partager son expérience aussi en principauté pour recevoir le meilleur des mondes et être capable d'évoluer. Voilà le leitmotiv curiosité. Comment voyez-vous l'avenir ? Vous avez votre verre à moitié plein, à moitié vide ? J'ai le verre à moitié plein, évidemment. Pourquoi ? Parce que malgré la situation, encore une fois, dont on doit être très vigilant, j'ai été très fière du travail qu'ont fait les membres et qu'a fait le mouvement pendant ces derniers mois, malgré les complexités personnelles et professionnelles que chacun a pu subir. Et donc aujourd'hui, c'est pour moi un nouvel élan et c'est l'occasion de vraiment ancrer encore davantage la Jeune Chambre économique dans l'économie locale. Et donc, non, bien sûr, verre à moitié plein et très envie de continuer à innover, de continuer à proposer des actions intéressantes pour tous. Marion Soler, merci. En sport, la majorité des compétitions professionnelles se poursuivent à l'image du basket. La Roca Team se déplace samedi 20h à Orléans. Voici dans ce reportage les enjeux de cette rencontre comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Une nouvelle compétition pour une nouvelle année. La Roca Team débute 2021 par son entrée en lice en Coupe de France en huitième de finale à Orléans. Une équipe calée en milieu de tableau de Jeep Elite avec 3 victoires et 4 défaites, emmenée par ces deux Américains, la montée Ulmer et Darius Johnson-Odom qui tournent à 16 points de moyenne. Sans oublier l'ancien monégasque Landing Sané et ses 10 points et 3 rebonds. Leader de Jeep Elite, qualifié pour le top 16 en Eurocup, Monaco compte bien jouer cette Coupe de France à fond. Ouais, c'est notre compétition, mais c'est aussi comment bien démarrer 2021. C'est un match important parce qu'après on enchaîne avec Nanterre. Donc c'est sûr qu'on pense match par match, mais c'est de la Coupe de France, mais c'est une compétition importante. Ça reste un match officiel, donc nous on y va pour gagner, donc on le prend très au sérieux. On ne va pas se plaindre parce qu'on a quand même des matchs. Je sais que par exemple quand on a joué contre Boulazac, il y a des équipes qui jouent tous les 1 mois. Donc on n'a pas à se plaindre, on continue à s'entraîner dur, sérieusement. Et voilà, dès qu'il y a un match qui se présente, on doit l'aborder sérieusement et jouer pour le gagner. L'an passé, la Roca Team, qualifiée pour le top 8 et les quarts de finale, avait été stoppée dans son élan. La compétition avait été interrompue à cause du début de la pandémie de Covid-19. Monaco compte bien aller au bout de l'aventure cette année. On passe à un tout autre domaine, on va parler du milieu financier, des répercussions de la crise avec nous ce soir, le directeur des marchés chez CFM Indosuez, Stéphane Herpe, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ensemble pour dresser un état des lieux des marchés. Comment se portent-ils dans cette période marquée par la crise sanitaire ? Alors, ils vont mieux, beaucoup mieux, même si l'année dernière, évidemment, il y a eu un impact très fort de la crise du Covid sur les marchés financiers, avec un crack, une baisse de 40% par exemple du CAC 40 au mois de mars, lorsque la crise s'est avérée. Par contre, on a eu un rebond très très fort à partir du printemps, au fur et à mesure que le déconfinement était annoncé, et surtout à l'automne dernier avec l'annonce des vaccins. Ce qui fait qu'au final, sur une année, globalement, le CAC 40 n'a perdu que 6% à peu près, les marchés européens 4%, et surtout les marchés américains, eux, sont dans le vert, avec un Nasdaq qui a progressé de 43%, bénéficiant bien sûr de la révolution numérique qui s'est opérée, digitale, sur l'ensemble des pays touchés par le Covid. On aurait pu s'attendre à pire, ça a l'air plutôt positif finalement au niveau de la place financière. Alors oui, effectivement, ça peut sembler un peu surprenant. On a eu un peu une déconnexion entre l'évolution des places boursières
et la réalité dans l'économie réelle. C'est lié aussi au fait que les investisseurs, en général, achètent les nouvelles futures. Et donc, ils sont dans l'anticipation et après avoir craint le pire, ils ont, à partir du printemps et surtout à l'automne, vu le bout du tunnel. Et dans le même temps, il y a eu énormément d'injections de liquidités de toutes les banques centrales qui ont supporté l'achat d'actions, de titres risqués. Et puis aussi, bien sûr, les plans de relance des différents gouvernements qui ont permis de maintenir le pouvoir d'achat et les emplois des personnes qui pouvaient être touchées. Comment se porte la place financière monégasque? Elle va bien, elle? Elle résiste bien, même si l'économie réelle du pays, évidemment, a été affectée. Les encours gérés sur la place monégasque sont en légère baisse de 2-3%. Ils subissent un peu l'effet marché sur les portefeuilles. Mais globalement, il y a eu une bonne résistance, une continuité des services qui ont été assurés par l'ensemble des banques. Un mot sur le Brexit et l'accord trouvé récemment. Ça a eu des conséquences? Alors oui, ça va avoir des conséquences. Alors déjà, la première chose, c'est que c'est une issue positive à laquelle les marchés ont bien répondu positivement. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord qui permet de maintenir du libre-échange sur les biens et marchandises entre le continent et le Royaume-Uni, sans qu'il y ait des droits de douane ni de quotas. L'Union européenne a obtenu aussi que le Royaume-Uni ne se transforme pas en paradis fiscal, un Singapour sur la Manche. Ouais, c'était une des problématiques, avec une préservation des réglementations sur l'environnement, la fiscalité imposée par l'Europe. Plus loin de nous, géographiquement, les élections américaines ou encore les événements, par exemple au Capitole à Washington, ça a eu des répercussions sur la santé des marchés? Alors, étonnamment, non, parce qu'on a assisté à des scènes qui étaient incroyables de cette masse de supporters de Trump qui ont pris d'assaut le Capitole, effectivement, avec des morts en plus. Visiblement, les marchés ont ignoré ce qui se passait, pensant que c'était finalement qu'un baroud d'honneur, une escarmouche, et que ça n'allait pas peser sur les institutions américaines. Et visiblement, ça a été le cas, puisque Donald Trump a rappelé tout le monde au calme assez rapidement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le plus important se passait en Géorgie, où les démocrates ont remporté 2 élections cruciales qui permettent à Joe Biden d'avoir la majorité sur le Congrès américain. Et ça avait beaucoup plus d'impact sur les marchés qui ont bien réagi à cette nouvelle. Et de façon plus générale, les tweets de Donald Trump tout au long de son mandat ont fait vibrer la place financière ou pas du tout? Oui, vous avez raison. Je crois que je me souviens plus du nombre de tweets qu'il a créés, mais c'était des dizaines de milliers de tweets. Et il commentait notamment parfois les résultats des entreprises. Il était négatif sur certaines entreprises et on a constaté que ça avait un impact sur l'évolution des cours de ces entreprises. Parfois même un impact sur l'évolution du Dow Jones à la hausse lorsqu'il sortait des propos très positifs. Oui, ça a eu beaucoup d'impact. Mais plus le temps passait et moins l'impact était fort, surtout ces dernières semaines où il a été de plus en plus discrédité par les résultats de l'élection. Et puis là, les jours à venir, ces tweets, on va moins les voir a priori. Quels conseils vous pourriez nous donner pour 2021? Il faut économiser, il faut investir, récupérer toutes ces économies et les mettre sous son matelas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je pense que c'est vrai que l'année dernière, beaucoup d'épargne a été mise de côté dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en France, on parle de 140 milliards d'euros. Donc il est clair qu'il va y avoir un rattrapage à partir du moment où l'économie va se rouvrir. Et donc je pense que la consommation va repartir. On a des anticipations de taux de croissance à 6-8% dans certains pays européens. Donc moi je conseillerais d'investir en tout cas sur le premier semestre notamment sur les entreprises européennes qui ont un rattrapage à faire vis-à-vis de leurs homologues américaines, et puis aussi parce qu'elles sont pas mal investies sur la thématique développement durable. L'Europe investit énormément dans ce domaine avec le Green Deal qui a été voté en fin d'année dernière. Voilà, investir dans les entreprises européennes dans le premier semestre. Stéphane Herp, merci. Je vous en prie. On vous retrouve, Frédéric Hélion, pour nous parler de culture. Oui, le directeur des affaires culturelles, Françoise Gamerdinger, fait le point sur l'agenda culturel de ce début d'année en principauté. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes bien sûr confrontés, comme tous les services et comme toutes les entités culturelles, à la situation, mais nous poursuivons nos missions et les institutions culturelles poursuivent également leurs programmes. Donc nous allons avoir
un opéra dès la fin janvier et également un récital de Javier Camenera dès la semaine prochaine. Nous avons une programmation de l'Institut audiovisuel, nous avons des pièces de théâtre au Théâtre Princesse Grace. Nous allons avoir le plaisir d'avoir une conférence de la Fondation Prince-Pierre dès la dernière semaine de janvier, en collaboration avec l'Institut audiovisuel également. Et puis bien sûr les concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui reprennent dès dimanche. Et dès le jeudi 14 janvier, les rencontres philosophiques, nous proposerons une conférence de Cynthia Fleury et de Camille Riquier, donc un moment très important dans l'agenda culturel. Vous évoquiez à l'instant justement certains de ces artistes qui ne résident pas en principauté. Parmi eux, il y a Gad Elmaleh notamment qui, ce soir et ce week-end, sera entre les murs du théâtre Princesse Grace. Oui, nous nous réjouissons de cette programmation qui s'est faite, je peux vous l'assurer, en quelques heures. Ça a été une proposition de M. Gad Elmaleh. Nous avons réagi immédiatement et c'est vrai qu'il se produit ce soir et demain. Et les places je ne vous cache pas que les places ont été vendues en 2 heures pour les 3 spectacles. Vous avez peut-être aperçu en vous baladant la nouvelle exposition photographique le long des jardins de Saint-Martin. Après 3 mois sur les grilles du siège de l'UNESCO à Paris, l'exposition « Protéger le patrimoine mondial marin de l'UNESCO grâce à la recherche scientifique » s'installe en principauté. 21 photographies issues des missions des explorations de Monaco sont à découvrir du 7 janvier au 11 mars sur les grilles des jardins Saint-Martin. Une autre information pour les passionnés d'art en principauté. Oui, du côté du nouveau musée national de Monaco et de la villa Sauber avec l'exposition Artifice instable, histoire de céramique. L'entrée sera gratuite jusqu'à la fin de celle-ci, c'est-à-dire jusqu'au 21 février 2021. On termine par du football et la 19e journée de Ligue 1. 2e match en 4 jours pour l'ASM qui reçoit Angers samedi. Après un carton à Lorient et une victoire 5-2, Monaco retrouve le Stade Louis II pour le premier match à domicile de 2021. Les Angevins talonnent les Monégasques au classement avec le même nombre de points, 30, mais une plus mauvaise différence de but. Monaco espère poursuivre sur sa lancée pour continuer à se rapprocher du top 5. They are doing very well in the last 4 or 5 years. They are doing very well, but now you see the results. If you have a coach who's working there for a long time, who's creating a good team, now he's earning the results of his top work. And Angers tomorrow a very difficult opponent. 30 points like we have. They won against Rennes, they won against Marseille, Lille. So you see they're able to beat the big teams in the league, and in away games they are one of the top 3. So this is for sure a very, very difficult game, and we must be cautious, we must be focused. Monaco-Angers, c'est samedi soir à 21h et toujours à huis clos, Fabien. Et enfin, Frédéric, quelles sont les prévisions météo pour ce samedi ? La journée de samedi sera bien moins ensoleillée que celle d'aujourd'hui, Fabien, avec un temps généralement couvert, voire même très nuageux par moments. Il y aura du vent avec des rafales pouvant atteindre les 45 km/h. Les températures seront donc fraîches, 2 degrés le matin et 7 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 8h01 pour se coucher à 17h12. Samedi 9 janvier, nous fêterons les Alix. Voici les photos du jour pour clore ce journal et ça fera l'objet d'un reportage dès demain. Des membres du personnel soignant du CHPG viennent de se faire vacciner, on y reviendra. On se quitte là-dessus. Merci de votre fidélité. On se retrouve samedi 19h pour une nouvelle édition. À très bientôt. Au revoir.